Une action publique controversée. À l'issue de cette vidéo, vous devrez comprendre que l'action des pouvoirs publics s'exerce sous contrainte de financement et fait l'objet de débats en termes d'efficacité, de légitimité et de risque d'effets pervers. Tout d'abord, l'action des pouvoirs publics est controversée puisqu'elle est de plus en plus confrontée à une contrainte de financement. En effet, depuis la fin des Trente Glorieuses, le financement de l'action publique est devenu plus difficile. D'un côté, on assiste à une hausse des dépenses publiques qui s'explique par plusieurs phénomènes. Tout d'abord, la hausse du chômage, qui s'explique par le ralentissement de la croissance économique et qui entraîne une hausse du versement d'allocations. Ensuite, le vieillissement de la population, qui s'accompagne d'une augmentation des montants versés aux retraités au titre des pensions. Finalement, le vieillissement entraîne également une augmentation des dépenses de santé, puisque les besoins dans ce domaine sont plus élevés avec l'âge. D'un autre côté, on assiste à un tarissement des recettes publiques qui s'explique par le ralentissement de la croissance économique, qui entraîne un ralentissement de la progression des prélèvements obligatoires nécessaires au financement de l'action publique, mais aussi par la hausse du chômage qui limite le montant des cotisations prélevées. Le financement de l'action publique a donc nécessité une hausse du taux de prélèvement obligatoire, qui est en France l'un des plus élevés au monde, puisqu'il représente plus de 50% du PIB. Mais cela a aussi conduit à une augmentation de la dette publique qui dépasse désormais les 100% du PIB. Cette difficulté, plus présente depuis la fin des Trente Glorieuses à financer l'action publique, est parfois qualifiée de crise financière de l'État-providence. Le financement de l'élévation des dépenses publiques par l'endettement n'est pas sans poser de problème. En effet, l'endettement public provoque un effet d'éviction, c'est-à-dire que l'augmentation de la dépense publique entraîne une diminution de la dépense privée des entreprises et des ménages. Cela s'explique de deux façons. Tout d'abord, côté offre d'épargne, l'épargne disponible est utilisée par l'État, elle devient donc moins abondante pour les autres agents économiques. Ensuite, le taux d'intérêt sur le marché des fonds prêtables augmente, puisque, côté demande cette fois-ci, la demande augmente sur le marché des fonds prêtables, ce qui rend l'emprunt plus coûteux pour les entreprises et les ménages. L'endettement public, lorsqu'il devient trop élevé, peut poser un autre problème. Il peut y avoir un risque d'effet boule de neige qui peut entraîner de graves difficultés de financement à long terme. Pour rembourser une dette initiale qui arrive à échéance, un État est souvent contraint de souscrire une nouvelle dette, plus importante encore puisqu'elle intègre les intérêts de la première, et ainsi de suite, ce qui conduit à une augmentation continuelle de la dette qui s'auto-alimente, telle une boule de neige dévalant une pente enneigée, accumulant la neige et devenant de plus en plus grosse. Or, cette dette peut devenir préoccupante, puisqu'elle augmente le risque de défaut de paiement pour le créancier, c'est-à-dire le risque de ne pas être remboursé. Ce dernier peut donc renoncer à prêter davantage, ce qui peut mettre en péril le financement de l'action publique à long terme. Nous allons maintenant voir que l'action publique fait l'objet de débats en termes d'efficacité, qu'elle est confrontée à une crise d'efficacité pour trois raisons. Tout d'abord, nous ferons le constat que les inégalités économiques augmentent depuis les années 80, qu'elles ne reculent plus. Puis, nous verrons que la pauvreté ne recule plus non plus, pour finalement observer que les inégalités sociales persistent. Le constat est sans appel concernant les inégalités économiques qui diminuaient jusque dans les années 80, mais qui augmentent depuis, aussi bien les inégalités de revenus que les inégalités de patrimoine. L'action des pouvoirs publics ne permet donc plus de lutter efficacement contre les inégalités économiques. On peut aussi observer cette crise d'efficacité en s'intéressant à la question de la pauvreté. En effet, de la même manière, la pauvreté ne recule plus
depuis les années 80, elle a même tendance à légèrement augmenter. De plus, on assiste au développement d'une nouvelle pauvreté, constituée particulièrement par des travailleurs pauvres, des familles monoparentales, des retraités et des étudiants. N'est-il pas nécessaire de repenser l'action publique? Finalement, on peut analyser la crise d'efficacité en s'intéressant aux inégalités sociales. Certaines d'entre elles semblent persister. Pour ne prendre que deux exemples, on peut par exemple tout d'abord constater que les services collectifs d'éducation ne permettent pas véritablement l'égalité des chances, puisque comme l'indiquent les différentes enquêtes PISA, en France, il y a une persistance des inégalités de réussite scolaire en fonction des milieux sociaux. Ensuite, concernant les services collectifs de santé, on constate là encore une persistance des inégalités d'accès aux soins entre les milieux sociaux, mais aussi des inégalités territoriales avec l'existence de ce qu'il est convenu d'appeler des déserts médicaux. L'action publique s'accompagne également d'un risque d'effet pervers. Elle est par exemple accusée d'avoir des effets désincitatifs sur l'emploi, de désinciter au travail à l'effort individuel. Elle est accusée de provoquer des phénomènes de trappe à chômage, à inactivité, à pauvreté, c'est-à-dire des situations dans lesquelles certains agents économiques, rationnellement, auraient intérêt à sortir du marché du travail pour être au chômage, inactifs, ou même accepter des situations de pauvreté. Prenons par exemple un jeune parent rémunéré au SMIC qui doit faire garder son enfant pour un coût mensuel proche de son salaire. Le calcul avantage-coût de ce parent peut tout à fait l'inciter à se retirer du marché du travail, le temps d'élever son enfant. L'action publique est aussi parfois accusée d'entretenir une culture de l'assistanat, de déresponsabiliser des individus dont s'occupe l'État-providence, de les stigmatiser comme bénéficiaires des aides sociales, comme des profiteurs de l'action publique aux yeux d'une partie de l'opinion publique. Finalement, l'action publique est accusée de freiner la croissance économique, car son financement repose en grande partie sur les prélèvements obligatoires, qui constituent une charge pour les ménages et les entreprises, ce qui peut désinciter à embaucher, désinciter à l'emploi. Cela limite aussi le financement des investissements et pénalise la consommation en limitant le pouvoir d'achat. Cela pénalise donc la demande globale, la compétitivité et la croissance économique. L'action publique est aussi confrontée à une crise de légitimité. En effet, l'action publique est remise en question à tel point que le consentement à payer l'impôt est lui-même questionné. Comme l'indique la courbe de Laffer, les recettes fiscales pourraient même diminuer à partir d'un certain taux d'imposition. On y constate en effet qu'à partir d'un certain taux d'imposition optimal, les recettes fiscales diminueraient car les agents seraient désincités à s'enrichir davantage et les stratégies d'optimisation fiscale se développeraient. Ce qui fait dire à Arthur Laffer que trop d'impôts tue l'impôt. Les quatre raisons pour lesquelles l'action publique est contestée ne sont pas indépendantes les unes des autres, mais elles sont plutôt liées les unes aux autres, elles sont interdépendantes. Tout d'abord, on peut considérer que la crise financière de l'État-providence affecte son efficacité et est par conséquent une des causes de la crise d'efficacité. Mais on peut également considérer que le manque d'efficacité de l'État-providence à réinsérer par exemple les chômeurs sur le marché du travail ou à lutter contre la pauvreté est une cause de la crise financière. Par ailleurs, les effets pervers de l'action publique, s'ils contribuent à augmenter le coût pour la collectivité, ont des effets désincitatifs sur l'emploi et l'investissement et s'ils nuisent à la compétitivité et à la croissance, constituent bien une des causes de la crise financière de l'État-providence. Les effets pervers ont aussi des conséquences en termes d'efficacité, à en croire l'existence des différentes trappes à chômage, à inactivité ou à pauvreté. La crise de légitimité de l'État-providence, quant à elle, peut être considérée comme résultant de la conjonction
de la crise financière, de la crise d'efficacité et des effets pervers. Finalement, cette crise de légitimité se traduit par le recul du consentement à payer l'impôt et est donc à son tour une cause de la crise financière de l'État-providence.